C'est peut-être le site qui symbolise le mieux Internet, la connaissance pour tous et par tous. Pour les internautes, Wikipédia, c'est devenu un réflexe aussi basique que Google ou Amazon, le côté lucratif en moins. Mais au fait, c'est quoi Wikipédia? Qui s'en occupe? Qui décide d'ailleurs de ce qu'on peut y écrire? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Jonathan Mouton. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors Jonathan Mouton, tu es vice-président de l'association Wikimedia France. On parle d'association, c'est important, on va y revenir. Mais je voudrais vraiment qu'on revienne finalement aux sources de Wikipédia, cet outil qu'on utilise tous depuis, j'ai envie de dire moi, la nuit des temps, parce qu'on a l'impression que c'est aussi vieux qu'Internet. Je voulais revenir d'abord sur les origines de Wikipédia. Toi qui es dans l'association Wikimedia depuis maintenant quelques années, il me semble, hein. Quelques-unes, oui. Et donc, à la base, en fait, c'est quoi? Qui a créé d'ailleurs Wikipédia? Ça date de quand, en fait, cette encyclopédie en ligne? Cette encyclopédie a été créée par Jimmy Wales et un autre cofondateur, Larry Singer, qui a quitté assez tôt le projet dû à des désaccords sur la stratégie. D'ailleurs, deux Américains donc, qui ont créé ce projet. Ils voulaient créer une encyclopédie au début qui s'appelait Nupedia, qui n'avait pas le même système, qui était un système beaucoup plus classique d'encyclopédie avec un comité de lecture, etc. Et puis finalement, Jimmy s'est dit, mais ça marchote, mais pas vraiment. Et je vais essayer quelque chose, un modèle beaucoup plus contributif et libre. Et finalement, ça a commencé à marcher. Alors ça a mis un certain temps à marcher, c'est-à-dire que ça a été créé en 2001. Ça a quand même vite mieux marché que Nupedia, des gens s'en sont vite emparés. Et ça a surtout explosé dans les années entre 2005 et 2010. Moi, je fais partie de ceux qui sont arrivés au moment de l'explosion de Wikipédia. Je suis arrivé en 2007. Donc à ce moment-là, une vraie explosion de Wikipédia. Je pense que c'est à cette période-là que les gens ont commencé à connaître Wikipédia. C'est le moment aussi où les gens ont commencé à douter de Wikipédia, de son modèle, parce que c'est un modèle qui est quand même original. Et puis après, on est arrivé donc, sur une phase de consolidation. Et puis aujourd'hui, de quelque chose qui est une évidence, comme tu disais. Oui, c'est une évidence, mais le concept, en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le concept qui résume parfaitement Internet, c'est-à-dire un outil libre, gratuit, et le plus important, ce que tu disais, c'est collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, la nouveauté de Wikipédia par rapport à une autre encyclopédie, c'est qu'elle est faite par ceux qui la lisent, entre guillemets, c'est-à-dire par tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'important, la notion de commun numérique, donc ce qui est fait par tout le monde et administré par tout le monde aussi, puisqu'il n'y a pas de comité de lecture. On en rediscutera sur comment est maintenue l'encyclopédie, mais il n'y a pas de chef dans Wikipédia. Donc cette notion de commun, c'est quelque chose qui en effet était assez nouveau et qui est quelque part en effet fait partie des idéaux d'Internet, de se dire on se connecte et puis on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et ça a marché. J'avoue que je ne sais toujours pas pourquoi ça a marché. Moi, j'en suis ravi. C'est quelque part un bel idéal qui fonctionne aujourd'hui, qui a des défauts, qui a des voies d'amélioration. Mais c'est quand même un bel idéal qui a émergé. Alors justement, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est un bien commun, ça appartient à tous, c'est collaboratif. Mais enfin, il faut bien des gens quand même pour gérer le truc. Pour gérer les financements, parce que tu vas peut-être nous l'expliquer, mais même si c'est les gens qui font le contenu, c'est pas pour autant gratuit, ça coûte de l'argent, voilà. Il faut l'entretenir. D'ailleurs, on voit souvent quand on va sur les fiches Wikipédia un bandeau pour faire des dons. Donc concrètement, en fait, ça marche comment? Qui décide de quoi? Comment s'administrer? Tu vois, toi, par exemple, c'est la fondation Wikimedia France. C'est quoi l'association, pardon. Ouais. C'est quoi cette association? Est-ce que c'est que des associations partout dans le monde? Est-ce qu'il y en a une qui dirige tout? Comment ça se passe? Alors, en effet, l'organisation est extrêmement originale. On va commencer par ce qu'on appelle la communauté. Les gens qui écrivent, les gens qui administrent, les gens qui choisissent. C'est vraiment le cœur du projet Wikipédia et des autres projets frères, Wiktionnaire, Wikisource, Wikidata, Wikicommons, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Cette communauté, elle est totalement autonome. Elle est faite par version linguistique. Wikipédia fonctionne par version linguistique. Donc en français, comme vous connaissez, mais aussi dans des langues régionales, basque, breton, corse, ou bien sûr d'autres langues françaises. Il y a une équipe qui s'occupe de Wikipédia Corse? Alors, Wikipédia Corse, c'est pas le plus dynamique, mais par exemple, le Wikipédia en catalan, en effet, est assez dynamique et il y a quelques personnes. Alors parfois, les Wikipédia moins connus tiennent sur quelques personnes, mais qui en effet vont aller administrer le site
Donc c'est pas centralisé en fait. Il n'y a pas de notion de centralisation, c'est bien c'est quelque chose qui est assez atypique dans les communs numériques, c'est qu'il n'y a pas de chef. C'est ce que je disais au début, il n'y a pas de chef. Tout se fait par consensus, c'est le plus important. Et pour nous, le vote est un échec. C'est-à-dire que le vote, c'est arriver à ne pas avoir trouvé de consensus. Or, le but premier, c'est d'essayer de trouver la version qui soit le plus consensuelle. Et pour ça, on discute beaucoup. D'ailleurs, on reproche parfois aux Wikipédiens de beaucoup trop discuter. Je vais essayer d'être pas trop long aujourd'hui. Mais il y a un adage qui dit discuter au lieu de voter. Donc, on évite de voter et on a encore moins une notion de chef. Donc, ça peut arriver de voter, mais c'est très rare. Donc, contrairement à beaucoup de plateformes en ligne, il n'y a pas une instance qui dirige, on va dire, suprême aux États-Unis. C'est souvent quand même le cas. Là, par exemple, l'équipe française ne dépend absolument pas d'une équipe américaine. Alors, la communauté en général... Alors déjà, la communauté, qu'elle soit française, déjà, elle est plutôt par version linguistique, donc la communauté francophone n'est pas qu'en France. Et de toute façon, l'association française n'a pas pour but d'avoir ce qu'on appelle un rôle éditorial. Donc c'est pour ça l'association française, elle a pour but de promouvoir donc les projets Wikimedia, donc notamment Wikipédia et puis les autres projets frères. Donc les promouvoir, c'est d'abord faire de la communication autour des projets, faire de l'enseignement sur ce que sont ces projets, parce que l'enseignement aux médias et l'information, c'est quelque chose d'important. C'est faire aussi sauvegarder nos intérêts, parce que comme tu disais, on fait partie du seul site avec un modèle un peu atypique, donc non commercial, parmi les gros 10 sites. Et malheureusement, parfois, on se fait avoir par la patrouille. Petite parenthèse, Wikipédia, c'est dans le top 10 des sites les plus visités dans le monde. Hein. C'est ça. Alors, Wikipédia fait partie du top 10. Alors, c'est toujours fluctuant sur comment on compte les flux, parce qu'aujourd'hui, les flux vidéo font par exemple beaucoup de... On ne parle plus en visite de page web, c'est un petit peu... Oui, parce qu'il n'y a pas de vidéo sur Wikipédia. Voilà. Mais ça fait partie du top 10. Par contre, ça ne fait pas du tout partie des GAFAM. On n'a pas du tout le même business model. On n'a pas vraiment de business model d'ailleurs. Le business model, c'est en effet, on dépend, comme tu disais, on dépend des dons des personnes. Les dons qui viennent avant tout faire la maintenance technique, parce que derrière, il y a quand même des serveurs et puis une maintenance technique. Donc ça, c'est ça le coût de Wikipédia. Alors, c'est surtout des serveurs pour héberger les contenus. Une partie du coût de Wikipédia, c'est ça. Et l'autre partie, c'est toute la partie, comme on disait, de communication, de formation, de développement aussi de nouvelles communautés, parce qu'il y a des biais que l'on connaît. C'est-à-dire que Wikipédia aujourd'hui, vu avec notre regard d'occidental blanc, de la trentaine, quarantaine comme nous, c'est quelque chose qui a été fait par nous et donc pour nous un petit peu. Wikipédia souffre de biais de genre, de biais géographiques. Il est nettement moins développé dans certaines parties du monde, dans certaines cultures. Il a du mal avec la culture orale, parce que c'est un site écrit avant tout. Donc il y a tous ces biais à lutter. Donc aujourd'hui, une partie du budget est consacrée à aller capturer et rendre disponible ce savoir qui aujourd'hui ne l'est pas sur Wikipédia. Et donc l'association en France, Wikimedia France, donc vous êtes quoi, une dizaine, quelque chose comme ça? Oui, il y a à peu près 15 salariés. Et puis après, il y a quand même... il y a des salariés. Donc il y a 15 salariés. Il n'y a pas que des bénévoles. Là, c'est des gens qui travaillent vraiment à 100% oui. pour cette association. Mais par contre, si demain, contrairement à un réseau social, si demain, il y a, je sais pas moi, sur une page Wikipédia, mettons, le système fonctionne mal, un jour, il y a une grosse fausse information, ou je sais pas moi, un contenu haineux sur une page Wikipédia. Est-ce que du coup c'est l'association qui va dire ça, on le supprime? Alors c'est là où c'est intéressant parce qu'on n'a pas encore parlé de la fondation américaine. La fondation américaine, c'est celle qui a l'existence légale du site Wikipédia. Elle a le rôle d'hébergeur. Partout dans le monde? Partout dans le monde. D'accord. Partout dans le monde, sur toutes les versions linguistiques et l'ensemble des projets. S'il y a un problème légal, ça se tournera vers la fondation à Los Angeles. Ils ont le pouvoir de, si demain sur une page Wikipédia apparaît une phrase raciste, homophobe, etc., ils ont le droit de la supprimer. Alors, ils en ont le pouvoir, mais ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, comme on disait, c'est une administration commune. Donc, avant tout, et c'est ce qu'on cherche à mettre en œuvre, il faut savoir que, globalement, sauf sur certaines versions, en effet, versions linguistiques avec plus faible trafic, mais ça reste... Enfin, sur la version en français, un contenu haineux ou raciste va rester en général quelques secondes.
guère Alors, plus. justement, ça vient sur ma question d'après, Oui. c'est comment on fait pour que ce soit pas un bordel monstre quand tout le monde peut écrire. Alors, c'est une très bonne question. Quand Parfois, c'est un bordel y monstre. compris donc avec ses contenus Alors, racistes, mais aussi des contenus erronés, faux. Tout alors ça. d'abord, il est interdit de faire ce qu'on appelle une guerre d'édition, c'est-à-dire de faire moi, toi, etc. Très vite, on arrête la modification et on va en discussion. Comme on disait, notre règle principale, c'est de discuter pour trouver un consensus. Néanmoins, il y a certaines personnes dans les projets qui sont nommées administrateurs qui peuvent faire des interventions techniques sur la page et c'est vraiment dans une notion de protection. Donc ils peuvent aller bloquer une page, donc la protéger, ou soit seule une partie des utilisateurs peuvent la modifier, ceux qui sont le plus connus, soit plus personne. C'est assez rare le plus personne, mais ça peut arriver, ça peut être nécessaire, notamment lors de certains événements ou certaines batailles. On sait que par exemple, on ne le fait jamais en préventif, mais on sait qu'il y a toujours des risques, par exemple, autour de certains candidats aux élections présidentielles, autour de certains joueurs de foot lors de matchs, etc., où il peut y avoir des risques, puisque l'actualité fait qu'un article est mis en avant. Donc on peut protéger ces pages, et puis après on peut aller bloquer des utilisateurs, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais malheureusement il y a aussi parfois des personnes nocives, et il faut protéger l'encyclopédie de ces personnes nocives. Donc il y a quand même un moyen d'administrer les pages. Oui, mais juste, moi je vais sur la fiche Wikipédia de, je sais pas moi, Kylian Mbappé. Ouais. Je veux écrire, je sais pas moi, tiens, en fait il est nul au foot. J'aime pas Kylian Mbappé, mettons, ce qui est totalement faux, mais je veux écrire, il est nul au foot. Ouais. Je vais l'écrire, ça va se publier tout de suite, on est d'accord? Il n'y a pas de validation, hein, ça se publiera tout de suite. Mais je sais pas, il y a 50 personnes qui attendent en permanence sur la page de Kylian Mbappé pour voir s'il n'y a pas une connerie qui est publiée. Je vais pas rentrer sur le détail technique, mais il y a plusieurs systèmes où en effet il y a toutes les modifications récentes tombent et certaines personnes qu'on appelle les patrouilleurs veillent l'ensemble des modifications récentes. Je l'ai fait pendant très longtemps. Ils ont des notifications qui apparaissent sur une grosse page notamment il y a un logiciel qui récupère l'ensemble des pages, enfin des modifications, et qui essaye d'analyser, faire une aide à la décision selon si c'est une personne récente ou connue, si c'est une page plus ou moins sensible, si c'est quelqu'un qui a déjà un passif, etc., qui fait... Tout se passe, tous n'ont pas les mêmes flags. Et donc, en général, c'est pour ça que ça reste en général quelques secondes, puisque ce genre de modification se fait très vite annuler. Il y a même quelques robots qui détectent les mots les plus classiques. Oui, sur des insultes, des choses comme exactement, ça. Voilà. Donc il y a quand même, et puis sur Kylian Mbappé, par exemple, je pense qu'il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes qui suivent cette page, de bénévoles qui vont regarder régulièrement. Donc il y a assez peu de risques que ça va se publier, mais ça va se dépublier dans les quelques secondes. Là, c'est un exemple vraiment caricatural, mais après, il y a des situations un peu plus compliquées. Pour revenir, je sais pas moi, sur la pandémie de Covid, sur la vaccination, enfin, c'est des sujets, en fait, c'est un peu les mêmes débats que sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Mais au final, qui décide de ce qui va être vrai, de ce qui va être faux? Je sais pas moi, sur j'imagine que la fiche Wikipédia de Pfizer, ça a dû être compliqué à gérer pendant un moment. Comment on fait pour déterminer, non, ça c'est faux et ça c'est vrai, vous pouvez le dire? Alors c'est très compliqué, parce qu'il faut savoir que, j'aime bien cette expression, Wikipédia ne crée pas le savoir, il le recense. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux, on est là pour prendre le savoir et le mettre disponible. C'est le rôle d'une encyclopédie, on ne va pas le créer. Pour ça, on s'appuie sur des sources, c'est fondamental. Et la plupart, d'ailleurs, beaucoup de sources sont des sources journalistiques, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'articles de journaux de qualité. Pour nous, c'est fondamental. Ce qui peut arriver, en effet, c'est... alors, parfois, il y a quand même un consensus net, parce que on ne peut pas mettre toutes les théories complotistes, ce n'est pas du tout l'objectif. Par contre, parfois, il y a des doutes. Soit il y a des doutes, soit il y a des différences régionales. Chez nous, il y a eu toute une petite guerre entre chicon et endive, ou pain au chocolat et chocolatine. Oui, c'est ça, ok. Voilà. Ça peut rester bon enfant, mais il peut y avoir... Donc, en général, souvent, le consensus trouvé donnait les deux versions, en disant si une est majoritaire ou pas, mais dans le sens où on n'est pas là pour trancher la vérité. S'il n'y a pas de consensus évident, on mettra les deux versions. Donc pain au chocolat, chocolatine, sur la fiche Wikipédia, il y a simplement écrit, c'est pas l'un ou l'autre,
c'est pas au chocolat pour 80% des gens, et puis il y a quand même 20% dans le sud-ouest qui disent... Il y a quelques gens, voilà, et puis je crois aussi qu'au Québec, ils disent chocolatine. C'est vrai, pour y avoir vécu un peu, c'est vrai qu'on dit on dit chocolatine aussi au Québec. Et du coup, les sources, mais encore une fois, si je creuse un petit peu quand même, oui, une source, mais une source journalistique, c'est subjectif aussi. Parce qu'il y a des sites qui se présentent comme des sites journalistiques, qui ont l'apparence d'un site journalistique et qui sont pas forcément des sources fiables. Donc ça veut dire, vous éliminez des sources ? Alors il y a, en effet, toutes les sources ne se valent pas. Alors les journaux ne sont pas la seule source, c'est ce qu'on appelle les sources secondaires, c'est-à-dire pas celles amenées directement, celles qui ont eu une première analyse, celles des journaux. Il existe des sources tertiaires qui sont, elles, issues de la recherche universitaire, qui, elle, par contre, est souvent dans un timing plus long. Mais en effet, tous les journaux ne se valent pas, et c'est pour ça qu'a été créé il y a quelques années un observatoire des sources pour pour essayer de juger quelles sources peuvent être estimées de qualité, un peu plus douteuses, voire à rejeter. Et ça peut être certains journaux qui peuvent évoluer aussi dans le temps, d'ailleurs, parce que certaines marques de journaux ont évolué sur leur ligne éditoriale. Il y a une guerre d'édition, notamment récemment. Je me souviens sur le site France Soir, justement. Je me doute que tu faisais allusion à un site qui a viré, on va dire, un complotiste pendant la crise du Covid, et qui avait repris la marque France Soir, qui était quand même la marque d'un journal créé à la Libération, avant la Libération, etc. Donc c'est une marque très très forte. Et puis je me souviens qu'il y a eu, je sais pas, il y a 1 an ou 2, il y a quelques mois, il y a eu la création d'une fiche Wikipédia différente d'ailleurs du François version 2020-2022 pour ne pas le confondre avec le premier François. Ça a été une guerre d'édition par exemple. Voilà, c'est un vrai sujet. François est l'exemple parfait en effet parce qu'il a eu un changement, il a gardé un nom, un rachat de nom mais avec un changement complet de ligne éditoriale, avec un changement complet de crédibilité à nos yeux. Il est clair que le François d'avant est une source parfaitement fiable et qui vaut vraiment quelque chose dans les articles. Aujourd'hui, en effet, elle est plus sujet à crédit. Elle va amener potentiellement une thèse complotiste. Ça ne veut pas dire qu'elle est bannie complètement, mais en effet, il y a c'est-à-dire si je mets un lien, parce qu'ils ont beaucoup parlé de vaccination par exemple, sur un article lié à la vaccination, si je mets un lien avec comme source François, ça va pas passer. Ça risque de ne pas passer. S'il n'y a que François et que c'est pas qu'il y a d'autres sources sur d'autres médias qu'on estime plus fiables, ça risque de ne pas passer. Voilà. Donc, c'est vraiment la source qui détermine plus que... On n'est pas là pour juger l'information, c'est-à-dire que si demain Nature sort un article qui descend le vaccin Pfizer, qui démontre qu'il y a un problème, oui, on le mettra. Mais ça passera probablement dans les médias classiques. Exactement, voilà, ça reproduira le schéma classique finalement. C'est ça. Maintenant, si c'est quelques personnes, non, on n'est pas là. Alors, on est là pour recenser ce qu'on estime être le savoir, mais on n'est pas là pour recenser toutes les versions du savoir. Et on n'est pas là pour pousser des thèses complotistes. Non, les Twin Towers ne sont pas non plus issus d'explosions de TNT à leur base. Non, ça c'est pas possible. Et alors, quand on voit des fiches Wikipédia, ça dépend des sujets, mais alors souvent ça peut être très très long. Qui écrit ça en fait ? Parce que ça doit prendre du temps. Évidemment, du coup, c'est forcément bénévole, puisqu'il n'y a aucun salarié qui a écrit ça, c'est des internautes. J'ai envie de dire, c'est quoi un peu le portrait robot du contributeur à Wikipédia ? C'est vrai que moi, ça m'est arrivé sur des trucs où je suis fan, ça me faisait marrer et tout, mais quand je vois les pavés qui sont écrits, c'est quoi ? C'est des retraités, c'est des passionnés d'un sujet qui écrivent sur un sujet, c'est des gens qui adorent passer leur journée à contribuer à tout et n'importe quoi. C'est quoi le portrait robot du contributeur ? Alors, principalement. Alors déjà, le portrait robot, c'est nous, 30-40 ans, blanc mâle plutôt. Même si ça évolue, ça c'est bien, il y a une diversification de plus en plus forte et on la pousse, c'est important parce que on pousse souvent en effet les sujets qu'on aime, les sujets qui nous passionnent. Moi, les quelques articles que j'ai écrits sont sur les sujets que j'aime beaucoup, autour de la mer notamment, puisque je suis quelqu'un qui aime bien le domaine maritime. Voilà, on écrit souvent sur ce qu'on aime. On a par exemple une contributrice qui est passionnée de cheval. Et les pages sur les chevaux de Wikipédia sont impressionnantes. Ce sont avant tout des passionnés, parce que comme tu dis, ce sont des bénévoles. Ils font ça sur leur temps libre, et en général, on contribue sur ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est pour ça qu'on peut arriver sur quelque chose d'assez inégal. Alors, il y a quelques personnes qui
ont quand même la foi de se dire « Ah, je vais prendre un sujet que je ne connais pas. Il m'intéresse, je vais le découvrir et je vais essayer d'en faire une page Wikipédia. » Il y en a quelques-uns de curieux comme ça. C'est pas la majorité. C'est quasiment, oui, pour faire une formation. C'est ça. Il y en a qui aiment ça. Ou alors, des gens qui traduisent des pages, notamment du Wikipédia anglophone, en disant « Tiens, ce sujet-là, je ne le connais pas. Je vais prendre la page en anglais, je vais la traduire, parce qu'on estime que souvent, elle est quand même, c'est une bonne base, une page Wikipédia dans une autre version, notamment quand ça a trait à quelqu'un du monde anglo-saxon, je ne sais pas moi, le sénateur, un sénateur aux US. Si la page n'existe pas en français, il y a de fortes chances qu'elle existe en anglais. On va partir de ça. Et certains aiment beaucoup traduire. Il n'y a pas de traduction automatique parce que c'est vrai. Alors là, tu me parles de sénateur. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué souvent sur les films, les séries américaines. Si j'ai envie d'avoir des détails, des épisodes ou des anecdotes, etc. Sur la version américaine, enfin la version anglophone, il y a beaucoup plus de choses que sur la version francophone. C'est normal, il y a plus de monde, ils connaissent plus de choses sur le sujet. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à plutôt aller sur la page en anglophone et faire un clic traduction par Google. Donc ça, vous réfléchissez pas à mettre en place des choses comme ça pour, entre guillemets, profiter, parce que l'avantage c'est que, ou même, mais, je sais pas moi, sur du cinéma indien, qu'on connaît moins en France, sur lesquels il n'y a pas forcément de contenu, pourquoi est-ce qu'on va pas traduire et reprendre pour vraiment donner ça, offrir ça au plus de monde possible? L'expérience a été tentée sur une version une version linguistique dont j'ai oublié la langue, et ça fait beaucoup d'articles, mais souvent, la traduction automatique est imparfaite. Par contre, dans les outils de Wikipédia, pour ceux qui veulent traduire, il y a en effet aujourd'hui une aide à la traduction qui utilise certains algorithmes typiques de ceux de Google Traduction, qui donne déjà une première version, en effet, qui prémâche le travail. Alors, c'est arrivé il y a un peu plus de 5 ans. Et j'avoue que moi, je contribuais déjà un peu moins à cette époque-là. J'étais plus parti dans l'administration. Mais oui, c'est une révolution pour ceux qui traduisent. Ça aide beaucoup à la traduction. Mais par contre, on impose quand même qu'il y ait une relecture humaine derrière. Pas Google Traduction et on publie. Voilà, pas de Google Traduction, on publie. On a déjà, par exemple, un sujet un petit peu compliqué avec Google. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils tapent quelque chose... Un sujet dans Google, souvent à droite, ils ont l'extrait de l'article Wikipédia avec une photo. Et cette photo, il faut savoir que ce n'est pas celle issue de Wikipédia, c'est celle issue des banques de données de Google. Et donc parfois, on voit le texte de Wikipédia associé à une photo qui parfois n'a rien à voir, mais là, on n'est pas fautif, c'est Google qui choisit lui-même l'image. Parce que Google agrège les données, et c'est vrai que Google a pris Wikipédia comme source en général. On a le résumé Wikipédia. En texte, on est une bonne source, mais en image, il estime qu'il a des meilleures sources, et il agrège les deux. Et parfois, c'est pas toujours heureux. Tiens, tu me parles de révolution. Il y a une autre révolution là, dont on parle beaucoup ces derniers jours en matière d'intelligence artificielle. C'est des outils qui permettent de générer du texte tout seul. Alors, ChatGPT. Voilà, notamment ChatGPT qui est juste assez impressionnant. Et on se dit, alors franchement, ça va être en gros, on demande à l'algorithme, écris-moi une dissertation sur tel sujet. Donc pour la triche, pour les lycéens, les collégiens, à mon avis, ça va être assez compliqué à gérer pour les profs. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, finalement, ce truc-là, c'est un peu une machine à écrire des fiches Wikipédia. Et est-ce comment tu l'abordes, ça? Est-ce que pour toi, c'est plutôt une opportunité d'avoir des nouvelles fiches Wikipédia, ou au contraire, ça va devenir très compliqué à gérer? Alors, c'est une question auquel je n'avais pas forcément réfléchi. J'ai beaucoup joué avec ChatGPT. En effet, c'est assez impressionnant. Après, alors là, c'est un avis parfaitement personnel. L'IA, ça se base sur une base d'apprentissage, et il s'avère que la base d'apprentissage, en général, c'est les sujets les plus connus. Et les sujets les plus connus sont déjà traités dans Wikipédia. Donc je pense que l'IA, pour aller chercher, si je lui demande d'écrire quelque chose sur un village perdu, au milieu du Mali, par exemple, et son histoire et ses traditions, il va rien me sortir parce qu'il n'a rien dans sa base de données. Or, nous, c'est ce qui nous intéresse à aller chercher aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il saura écrire des articles de qualité sur Kylian Mbappé? Sûrement, mais il existe déjà. En se nourrissant de Wikipédia, d'ailleurs, probablement. Voilà. Donc, en fait, il existe déjà. Donc, je ne pense pas que ça sera une opportunité pour nous. Ça sera une opportunité, moi, pour écrire les discours de départ à la retraite de mes collègues, ça, c'est sûr. Mais pour nous, je ne pense pas que ça sera une opportunité pour alimenter Wikipédia. Par contre, que Wikipédia et d'autres... je pense à Wikidata qui, lui, est des données bien structurées, puisse alimenter au contraire l'intelligence artificielle et les bases de données, ça oui, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose
de positif, etc. Ça, parce que le but, c'est de partager le savoir. On ne cherche pas à le capturer. Hein. Plus le savoir se diffuse, plus on est heureux. Peu importe la méthode, j'ai envie de dire. Tant que le savoir est fiable et diffusé. Voilà, peu importe voilà. Tant que le savoir est respecté, les licences libres, puisqu'on se place sous licence libre, notamment celles que l'on utilise, n'empêchent pas, par exemple, la reproduction commerciale. Elle demande juste de créditer, donc dire que la source vient de Wikipédia, mais on peut parfaitement utiliser Wikipédia pour des usages commerciaux. C'est ce que fait Google, comme on disait tout à l'heure dans sa page d'interrogation. J'ai une dernière question. Oui. Comment on fait pour savoir si on mérite d'avoir une page Wikipédia ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens c'est vrai qu'on a vu créer leur propre page ou qui éditent leur propre page, mais c'est quoi le critère pour avoir sa page Wikipédia ? Alors, ça tombe bien parce que moi je fais partie de la frange un peu dure. Ouais. Donc il y a des critères d'admissibilité qui existent depuis fort longtemps, puisqu'en effet on ne peut pas mettre tout le monde dans Wikipédia, et ce n'est pas toujours d'ailleurs quelque chose de souhaité. Hein. Il y a certaines personnes qui n'aimeraient pas avoir leur page Wikipédia parce que parfois, une fois qu'elle existe, par nature, on ne maîtrise pas. Enfin, la personne ne maîtrise pas le contenu, donc peuvent arriver les affaires, les mauvais coups, etc. Et là, ça vient sur le site. Voilà, ça sera dedans. Donc, on a parfois plusieurs personnes qui se plaignent en disant « Ah, ce serait bien de l'effacer. » Oui, mais non. Ouais. Donc, c'est un sujet. Donc, les critères d'admissibilité, la règle de base, c'est 2 articles de presse dans un média d'envergure nationale espacés de 2 ans. C'est-à-dire qu'on veut. Précis, hein, ça, c'est le critère général. Après, il y a plein de critères spécifiques, notamment selon le type de personnalité. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens quand même assez connus, passer dans les médias nationaux, et faire un article. Enfin, c'est pas passer dans, c'est un article sur nous dans les médias nationaux. C'est-à-dire que. Oui, c'est pas on intervient en tant qu'expert. Moi, là, ça compte pas. Là, mon intervention compte pas, puisque je suis invité. C'est pas toi, Raphaël, qui fait tout un... Si demain, tu as ton portrait dans, je sais pas moi, Le Monde, ça fera déjà un sur 2. Ça fera 1, voilà. Et le deuxième, on estime qu'il faut 2 ans. Alors, c'est plutôt pour une notion de pérennité, pour éviter l'effet buzz. Alors après, c'est toujours sujet à discussion, parce que parfois, on peut avoir une notoriété exceptionnellement forte sur une courte durée. Et il faut créer l'article, je veux dire. On ne va pas forcément attendre 2 ans. Mais l'idée de base, c'est quand même une notoriété assez forte à tester et pérenne. Mais est-ce que c'est pas un peu un biais aussi ? Parce que du coup, les médias parlent aussi des gens qui ont, entre guillemets, déjà une notoriété. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des exemples. Tu parlais de la représentativité. Tu disais que Wikipédia, c'était écrit en gros par des gens comme nous, c'est-à-dire des hommes blancs de 30-40 ans. Je crois que c'est au Royaume-Uni où il y a une femme qui s'est mise, une scientifique d'ailleurs, qui a décidé d'écrire des dizaines et des dizaines, voire des centaines ou des milliers de pages Wikipédia de femmes scientifiques. Des femmes scientifiques qui probablement n'avaient pas forcément de portrait d'elles dans des médias où il n'y a pas forcément l'historique ou les traces pour écrire ça. Comment est-ce qu'on fait justement pour lutter et pour rendre Wikipédia un peu plus inclusif, c'est-à-dire qu'il y ait plus de portraits, par exemple de femmes déjà, parce qu'a priori, je pense qu'il y a plus de portraits d'hommes que de femmes, plus de pages Wikipédia d'hommes que de femmes sur Wikipédia. Alors, il y a un vrai souci de biais de genre. Pour ça, on soutient d'ailleurs des associations qui sont axées sur le biais de genre. Une qui s'appelle Atelier Femmes et Féministes à Nantes, et une qui s'appelle Les 100 pages, qui a une vocation plus internationale et dont le siège est à Genève. Et comme dirait... ce dont elles se plaignent, c'est qu'en effet, le problème premier, c'est que si on ne parle pas de ces femmes dans les médias, comme je disais, on n'a pas une vocation à créer le savoir. Donc, notre première lutte, en effet, c'est de vous pousser à écrire dessus. Mais allez voir, je sais pas, moi, les publications scientifiques d'il y a 150 ans, oui. Ça peut être une source quand même assez fiable. Ah oui, tout à fait. Même si aucun média n'en a parlé il y a 150 ans. Et alors, on a plus de recul sur ce qui est passé. Il y a quand même déjà, en fait, il y a déjà, de toute façon, beaucoup de personnes éligibles qui n'ont pas leur page. Donc, il y a quand même des personnes éligibles qui n'ont pas leur page. Donc, il y a ce travail à faire. Après, est-ce qu'il faut changer les critères pour les rendre plus souples ? C'est un débat qui existe depuis fort longtemps, qui de toute façon devra être mené, puisque comme on dit, on est basé sur un petit peu ce que l'on connaissait, hein, c'est-à-dire l'homme blanc de 30-40 ans, qui correspond à la création de Wikipédia. Il va falloir aller chercher en effet des minorités, donc la moindre reconnaissance des femmes, y compris dans le temps. On parlait ça va être très difficile d'avoir des articles de presse
sur de la culture, là où la culture est plus orale. Donc, il va y avoir une vraie modification de ces critères. C'est quelque chose qui est compliqué, qui est réfléchi par la communauté. Je suis favorable à cette évolution. Par contre, j'arrive pas à trouver de bonne solution pour avoir. C'est toujours difficile de bouger le curseur. Et après, non, en tout cas, ça peut inspirer ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, s'ils veulent passer du temps justement, ça peut. S'ils cherchent un hobby, ça peut être justement ça aussi, d'aller créer des pages Wikipédia supplémentaires pour encore enrichir, parce que c'est vrai que là, il y a quand même une solide base qui a été faite depuis plus de 20 ans maintenant. Maintenant, il faut aller. Effectivement, il y a encore beaucoup de boulot malgré tout. Il y a encore beaucoup de pages à créer, oui. C'est pas forcément les plus évidentes, mais il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup, Jonathan Mouton, d'être venu dans Métadonnées. Tu es vice-président de l'association Wikimedia France. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant de redécouvrir un peu l'histoire de cette encyclopédie collaborative. Merci à toi.